Marie Perrin, bonjour. Bonjour. Maître Buffard, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de vous être déplacé. C'était pas très loin pour vous, Marie. Parce que vous êtes journaliste au Progrès, et Maître Buffard, c'est Pas difficile. très loin non plus. Bon, très bien. En tout cas, un grand merci. Je vais commencer un petit peu par le Progrès. C'est une longue histoire. C'est un des plus vieux quotidiens de France. Oui. Aujourd'hui, vous appartenez à un des plus grands groupes de presse quotidienne régionale, le groupe EBRA. Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Voilà, de la frontière allemande à la frontière italienne, C'est ça. avec un certain nombre de titres. Et le président de la République sera l'invité du groupe, je crois, dans la commune de Mirecourt, dans 2 jours, peut-être, je ne sais pas si c'est pas lundi. 3e groupe de PQR qu'il ira visiter pour rencontrer des lecteurs. Et ça montre quand même l'importance, malgré toutes les critiques et difficultés, les notions de désinformation, que la presse quotidienne régionale reste encore quelque chose d'important, même si la baisse des ventes a été marquée comme pour tous les types de presse. Je vais assez vite. Alors, une diversification dans le numérique. Maintenant, il y a des vidéos. Qui compense du coup la baisse des ventes. Notre site internet est en progression constante depuis plusieurs années. Il y a des abonnés, et j'en connais plusieurs, qui sont abonnés à l'édition numérique. Moi-même. Ah, très bien. Des événementiels aussi, des trophées et des salons, par exemple, à Lyon. Personnellement, j'ai animé les salons de l'immobilier du Progrès sur la Loire, à Riorges et à Saint-Étienne. Et puis aussi des éditions de livres. Et là, on le voit, il y a de la publicité à l'approche des fêtes de fin d'année. Beaucoup de livres de loisirs, mais pas seulement. Est-ce que celui-ci, ça montre que vous approchez, on ne peut pas dire du tout que c'est un roman, mais c'est pas seulement un livre, par exemple, sur les vins, sur les cadeaux à faire, sur le décès d'un acteur comme Belmondo ou comme Delon. Alors celui-ci, c'est effectivement le premier livre noir du Progrès. Quand je dis noir, c'est pas forcément uniquement ce qui concerne son contenu. Oui. C'est également parce que c'est un livre sans photo qui raconte la carrière de quelqu'un. Donc c'est une première au niveau du Progrès. Je pense que notre service édition veut se diversifier un petit peu sur les histoires de gens régionaux qui ont eu une carrière et dont il est important de faire une promotion, d'expliquer quelle a été leur vie. Alors, il y a eu beaucoup de séances de dédicaces, y compris pas seulement localement, un petit peu dans les départements voisins et autres. Est-ce que ça a bien marché Ça a bien marché, oui. On a vendu des livres à chaque séance de dédicace, mais surtout ce qui nous a plu avec Maître Buffard, ce sont les retours qu'on a eus. Et ces retours, ils étaient faits essentiellement par des gens de la profession, donc qui ont bien compris. Alors, journalistes, avocats, magistrats. Non, de la profession de la justice, avocats, magistrats, qui ont bien aimé ce qu'on leur racontait, mais on a aussi su plaire au commun des mortels, c'est-à-dire à des gens pour lesquels la justice, ça se rend dans des palais un petit peu clos et hermétiques, c'est mystérieux encore, et qui ont effectivement compris. Et alors non seulement les procès qu'on raconte, avec l'aspect quand même un peu sanguinolent ou effarant d'un procès d'assises, mais également la profession d'avocat. Et là, je suis très contente de ça parce que on a su, je pense, à travers la carrière d'André Buffard, expliquer aux gens en quoi consiste la profession d'avocat. Et ça, je trouve, c'est une de mes fiertés. Maître Buffard, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'autant plus d'accord que si j'ai coécrit ce livre avec Marie Perrin, c'est d'abord à son initiative, parce que justement, on se connaît depuis un certain nombre d'années, elle comme chroniqueur judiciaire et moi comme avocat, et que c'est elle qui, un jour, m'a proposé effectivement d'envisager de faire un livre. Alors, pas seulement, je dirais, sur ma carrière, parce que je pense qu'en soi, ça ne présente pas un Vous intérêt avez déjà majeur. écrit des livres. Oui, j'ai écrit des livres. Plusieurs, livres des polars aussi des polars. Mais l'idée, c'était aussi de raconter effectivement l'envers du décor de la justice, et puis aussi des histoires. Parce que quand on est avocat, on est d'abord là pour défendre et donc raconter l'histoire de celui qu'on défend, que ce soit un accusé ou une victime, et faire partager à ceux qui vont juger ces existences qui sont très très souvent totalement extraordinaires. Et ce procédé de coécriture vous a plu concrètement, une fois que vous l'avez lancé? Beaucoup, je crois qu'on s'est très très bien entendu. Je pense que pour coécrire un livre comme celui-ci, il faut
avoir quand même une vision commune des choses, ce qui était le cas, et on s'est parfaitement réparti la tâche, et je pense qu'on a été tout à fait complémentaires dans l'écriture de ce livre. Alors on va parler un petit peu de l'actualité. Lundi, il y a le délibéré d'un procès et vous avez défendu celui qu'on présente évidemment comme la victime. J'entendais l'autre jour confrère Antoine Rouget de Mediapart qui disait ça a été un petit peu moins médiatisé, le procès à Lyon, parce que, enfin c'est son point de vue, il y avait l'affaire Jubilard en même temps qui a été peut-être très médiatisée. En tout cas, il y avait quand même plus de, vous êtes là pour le dire, Marie aussi, plus de 50 journalistes présents Oui. 80 au tribunal de Lyon. Oui, oui. Donc, il y avait une presse nombreuse quand même, effectivement, oui. Il y avait 80 journalistes accrédités. Alors, c'est pas vous que j'apprendrai que l'actualité judiciaire intéresse tout le monde, et effectivement, il y avait le procès Jubilard dans le même temps qui a un peu focalisé les esprits. Mais il y avait beaucoup de médias à ce procès. Le procès était tout à fait passionnant. Le contradictoire a été parfaitement respecté. Et vous disiez tout à l'heure que je défendais celui qui est censé être la victime dans tous les cas de cette affaire. On peut le critiquer, même. Alors, peu importe, mais en tout cas, c'est la victime dans cette affaire. Présumée. Non, c'est pas la victime présumée, c'est la victime. Je crois que les éléments du dossier et le déroulement du procès ont bien démontré que c'était la victime. Alors après, qui sont les responsables, qui sont les commanditaires, qui sont ceux qui devront payer pour ceux qui la subissent, ça c'est le tribunal qui le dira lundi matin. Alors il y a eu un suivi médiatique important. Mediapart a publié plus de 50 articles, va sortir un livre, Les comploteurs, dans quelques temps. Et Antoine Rouget, dans une émission sur la chaîne Twitch, a félicité la couverture du Progrès avec un live qui a été bien suivi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, au-delà des journalistes présents au procès. Au niveau du Progrès, bon, le journal papier s'est beaucoup mieux vendu pendant cette période-là. Et le live qu'on a fait, c'est-à-dire la transmission du procès en direct depuis la salle d'audience, a réuni tous les jours des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui suivaient ce procès en direct. Alors, d'une façon générale, je vais citer un confrère lyonnais, je pense que Marie le connaît, Daniel Navreau, qui est journaliste et politologue et que je connais depuis très longtemps. Il disait « Aujourd'hui, les magistrats sont très sévères avec les politiques, notamment à ceux qui sont suspectés de détournement de fonds publics. » Est-ce que vous partagez ce point de vue d'un observateur ? Les magistrats ne sont pas plus sévères ou moins sévères avec les politiques qu'avec les autres. Les magistrats, ils font... On a vu quand même l'ancien président de la République aller en prison. Oui, mais parce que justement aujourd'hui, des politiques sont poursuivis. Alors lorsqu'ils sont poursuivis pour des faits graves, ils sont punis de façon grave. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a de la part des magistrats une fixation pour poursuivre des politiques. Quand un politique est poursuivi, c'est qu'il a commis des délits ou des crimes. Et à partir de là, effectivement, lorsque vous êtes un élu, que vous bénéficiez de la confiance de vos concitoyens et que vous êtes jugé pour des faits graves, vous pouvez, hélas, pour vous attendre à avoir une sanction plus sévère que le commun des mortels. Alors l'une et l'autre, vous vivez à Saint-Étienne, vous vivez sur le territoire. Il y a aussi eu beaucoup d'écrits que cette affaire a eu un impact très négatif sur le territoire et que ça, je mets peut-être des guillemets, brouillé avec d'autres autorités, avec l'État, avec d'autres collectivités. Écoutez, ça nuit au territoire. C'est sûr que ce qui s'est passé n'est pas à la gloire de ceux qui en sont les responsables. Et que comme malheureusement ça se passe à Saint-Étienne, et que pour la plupart des protagonistes ce sont des Stéphanois, ça donne une mauvaise image. Ceci étant, moi qui plaide aux quatre coins de France, chaque fois que qu'on me parle de cette affaire, en particulier des magistrats, la réaction n'est pas négative, c'est plutôt de dire la justice, elle fait son travail, et elle l'a fait dans ce cas-là, en dépit du fait qu'étaient en cause des personnalités politiques, des gens connus. La justice, elle a rempli sa tâche. Il y a eu une instruction très longue, très complète, et puis il y a eu un procès. Puis les magistrats qui ont eu à en connaître décideront des sanctions ou pas qui doivent être prises contre ceux qui sont en cause.
Mais ouais, je pense que effectivement l'image de Saint-Étienne a été écornée. On l'a vu nous au niveau du journal, on a eu très peu de visites de ministres depuis 3 ans à Saint-Étienne, qui est quand même une grande ville. 14e ville de France. La 14e ville de France, oui. Et puis on a beaucoup recueilli aussi l'avis du monde économique. Avec des présidents d'instances consulaires qui disent qu'au niveau des investisseurs, ça pêche un petit peu. Quoi. Les gens, l'instabilité de la situation politique fait que les gens ont du mal à investir sur Saint-Étienne pour l'instant. Alors Marie, je vous laisse le micro. Peut-être, vous avez publié un article récemment sur la protection fonctionnelle. Oui. Alors peut-être déjà une définition, peut-être vous, qu'est-ce qu'on appelle la protection fonctionnelle ? La protection fonctionnelle, c'est très simple. Les élus. Et je crois aussi des techniciens territoriaux aussi. Oui, les élus, les techniciens territoriaux, lorsqu'ils sont victimes ou mis en cause d'ailleurs, peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle. C'est une sorte d'assurance qui leur est due, étant entendu tout de même que cette protection fonctionnelle, elle se réclame auprès du maire, du conseil municipal, qu'elle est automatiquement accordée du moment qu'un élu est victime en particulier, mais que le conseil municipal a la possibilité de se réunir pour la refuser, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, ce qui aurait quand même été un peu difficile dans la mesure où l'élu qui la réclamait était victime. Et justement, la victime, est-ce qu'il y a quelques semaines, et j'ai suivi le conseil municipal sur l'écran de mon ordinateur, Jean-Pierre Berger, qui est premier adjoint, avait donné la totalité des indemnités perçues par la victime. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage ? Là aussi, il demande pas mal de... Non, attendez, il y a deux choses. Il y a les indemnités que réclame la victime devant le tribunal pour son préjugement. J'allais les indiquer. La protection fonctionnelle, c'est très simple. Ça consiste à couvrir les frais occasionnés par le procès. Alors, je vois bien que vous voulez en venir. Ça concerne essentiellement les frais et honoraires d'avocat. Effectivement, dans un premier temps, cette protection est due. Mais dans le cadre du procès, la ville, qui était partie civile, qui avait un avocat, qui s'est constitué partie civile, en particulier contre son maire, ce qui n'est pas banal, a demandé au tribunal de le condamner, de condamner ceux qui seront mis en cause à rembourser ces frais-là. C'est-à-dire que ce sera une avance du règlement de ces frais-là, mais ensuite, la ville, naturellement, et donc... que les contribuables se rassurent, la ville se retournera contre ceux qui auront été condamnés, ce sont eux qui auront à supporter ces frais et honoraires-là. Peut-être une question technique, parce que je ne connais pas bien très peu le fonctionnement des tribunaux. Lundi, c'est le délibéré. Est-ce que les protagonistes peuvent s'exprimer ? Est-ce que ceux qui souhaitent faire appel... C'est une séance qui est brève. C'est le délibéré, le tribunal. Ça concerne combien de personnes ? 4 ? Est-ce que les deux présidents d'association... Oui, tout le monde, tous ceux qui participaient au procès sont concernés. C'est-à-dire que le tribunal donne connaissance de sa décision. Alors il y a deux manières d'en donner connaissance. Vous avez des audiences au cours desquelles le tribunal se borne à dire qu'après en avoir délibéré, le tribunal a déclaré coupable ou non coupable telle ou telle personne de tel ou tel chef d'accusation qui avait été retenu et donne la peine. Je pense qu'on sera plutôt dans une autre hypothèse qui est celle d'une lecture, sinon de la totalité du jugement, du moins des attendus du jugement par la présidente, qui, compte tenu de l'impact médiatique, voudra expliquer la décision qui a été rendue et les peines qui ont été prononcées. Et si l'un des protagonistes fait appel, c'est déconnecté de cette séance de lundi prochain. Ah oui, tous les prévenus auront 10 jours, les parties civiles d'ailleurs auront 10 jours pour faire appel. Alors après, il ne faut pas oublier que peut être prononcé dans une affaire comme celle-ci, ce qu'on appelle l'exécution provisoire, qui est un vaste débat actuel. Notamment en matière d'inéligibilité. En matière d'inéligibilité, ou même en matière de condamnation. D'emprisonnement. D'emprisonnement, oui. Il y a quand même 3 ans de prison ferme, sans aménagement, peut-être justement. Qu'est-ce que ça signifie pour le grand public ? De toute façon, s'il y a 3 ans d'emprisonnement ferme, il n'y a pas d'aménagement, le tribunal ne peut pas ordonner un aménagement, ce qu'on appelle ab initio. Après, le tribunal a le choix entre 2 solutions, c'est dire, monsieur, vous êtes condamné, par exemple, encore une fois, je ne veux pas préjuger de ce qui sera décidé à une peine tant d'années d'emprisonnement. Vous avez 10 jours pour faire appel et on en reste là pour le moment. Ou ordonner là aussi
ce qu'on appelle un mandat de dépôt différé. C'est l'hypothèse Sarkozy, c'est-à-dire, monsieur, vous êtes condamné à tant d'années d'emprisonnement et il faut que dans les 10 jours qui viennent, vous vous présentiez à la maison d'arrêt pour commencer à purger votre peine. Marie, vous avez suivi la totalité des 7 jours, 5 plus 2 qui avaient été rajoutés du procès. Est-ce que lundi, vous serez présente au tribunal de Lyon? Oui. Bien sûr, non seulement je serai présente, mais en plus j'espère que la présidente, qui s'appelle Madame Vernet, qui a été une excellente présidente d'audience, qui a bien tenu la justice face à des politiques qui ont l'habitude quand même de la procureure et elle ont été d'être en tribune, oui, tout à fait. Et j'espère que la présidente, justement, expliquera les motivations de son jugement, parce que c'est important pour les gens. La peine est importante, la sanction est importante, mais de comprendre pourquoi leurs élus ont ou non d'ailleurs été fautifs, je crois que c'est essentiel pour qu'il y ait une certaine sérénité qui revienne sur Saint-Étienne. Sinon on va encore traîner cette affaire dans les termes du complot, dans les termes de je ne sais quoi. Voilà, je trouve que c'est important que la justice à un moment dise voilà, vous êtes coupable ou vous êtes innocent, et c'est pour cette raison là parce que ça reste quelque chose d'objectif, la justice. Alors au niveau presse, France Bleu a annoncé qu'il ferait, j'aime pas bien les termes anglais, mais un live. Antoine Rouget, dans le même interview que j'évoquais tout à l'heure, a annoncé sa présence. Est-ce que vous ferez un live? Bien sûr, le Progrès fera un live même dès 7h du matin, je pense, lundi, pour réexpliquer aux gens le contexte, ce qui s'est passé. Et puis il y aura évidemment le journal du lendemain, où je crois qu'on prévoit 4 pages, voire 6, avec le résultat, le décryptage, les différentes réactions, enfin ce que le Progrès sait faire. Oui. Vous avez même eu les félicitations d'Antoine Rouget, je ne sais pas si vous avez vu cette interview sur Twitch, que j'avais reçue aussi, qui dure 3 heures, et il félicite le Progrès pour la couverture médiatique de l'événement. J'avais pas vu, mais j'en suis très contente. Je vous le confirme. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport au livre, pour en revenir à un coup de maître? Je voulais simplement dire par rapport à la profession d'avocat, on a souvent, le grand public, cette vision de l'avocat qui passe un petit peu comme ça sur les marches d'un palais de justice face à une nuée de micros. Et vous voyez, hier j'étais à la Revue du Barreau, c'est un spectacle que proposent les avocats stéphanois, qui est fait, ils chantent, ils dansent, ils font des sketchs, voilà, c'est très festif, très humoristique. Et il y a eu un temps qui m'a impressionné hier, c'est une chanson qui a été faite comme ça, a cappella, sur la profession d'avocat, et où on disait notamment que l'état de droit aura disparu quand le dernier avocat aura été tué. Et je trouve que avocat, c'est ça aussi, c'est défendre, quoi. Et c'est pas défendre, évidemment, la veuve et l'orphelin, ça c'est évident, mais c'est aussi défendre celui qui les a fait veuve et orphelin. Et là, c'est un vrai métier, et sans avocat, ces gens-là sont pas défendus et on n'est plus en démocratie. Qu'est-ce que vous pensez, Maître, de cette conclusion? Je ne pourrais pas rendre un plus bel hommage à la profession d'avocat que celui-ci. Effectivement, l'avocat est le dernier rempart des libertés individuelles. Son rôle, même s'il est souvent critiqué, est indispensable. Et encore une fois, je crois que nous pouvons nous targuer en France d'avoir une justice qui fonctionne bien, contrairement à ce qui est dit et écrit souvent, et que dans ce rôle de rendre la justice, qui est une tâche très difficile, non seulement l'avocat a toute sa place, mais il a une place capitale. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous deux.